Je vous le disais, dans quelques instants, on parlera contrôle parental avec nos deux invités. Béatrice Piron, députée Renaissance des Yvelines, membre de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation. Karina Chatin nous accompagne également, responsable de l'éducation au numérique à la Commission nationale de l'informatique et des libertés à la CNIL. Donc, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. On discutera avec vous tout à l'heure, je le disais, mais pour l'instant, notre invité est Marcin Mezinski, chef de produit senior chez Netatmo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smartech. Je le disais, respirer un air intérieur moins pollué, un sujet qui paraît essentiel lorsqu'on sait qu'il est jusqu'à 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Ce sont des données de l'Observatoire de la qualité de l'air. Un sujet d'actualité aussi, puisqu'on en a davantage parlé ces 2 dernières années en pleine crise du Covid. La France est accusée d'être à la traîne sur le contrôle de la qualité de l'air dans les établissements recevant du public, notamment dans les écoles. Marcin Mezinski, est-ce que c'est le Covid véritablement qui a permis de reparler de la qualité de l'air dans les espaces intérieurs ? En tout cas, en France, oui. Oui, Clairement, parce que c'est vrai qu'on a, nous, senti, en fait, chez Netatmo, cet engouement, si je puis dire, pour cette thématique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, concrètement, à partir du moment où l'OMS a vu qu'il y avait un lien entre la présence de particules en suspension et le fait qu'il y ait une plus de propagation de Covid, en fait, il a été établi un lien que, en fait, on devrait renouveler l'air le plus souvent possible dans les espaces confinés. Confinés au sens, fermé. Vous fermez la fenêtre, que ce soit dans une école, chez vous, dans un hôpital, etc. Est-ce qu'il y a des lieux où on se pose davantage la question ? C'est vrai que je parlais des écoles, puisque ce sont des enfants qui officient. C'est là qu'on se pose davantage la question. Tous les lieux publics fermés aussi, finalement ? En fait, dans les écoles, si vous voulez, en France, il y a une loi depuis 2015 qui avec différents volets d'application, qui fait que, en fait, on doit équiper, donc c'est les crèches, puis les écoles maternelles, puis les écoles primaires, les lycées, etc., de dispositifs pour capter la qualité de l'air. Et en fait, c'est vrai qu'on se pose cette question, mais il est compliqué encore aujourd'hui pour les collectivités, mais aussi dans le privé, de mettre en place ces mesures-là, parce qu'il y a des difficultés techniques, des difficultés budgétaires, qui font que... Malheureusement, ça n'a pas forcément été toujours bien mis en place. Depuis le Covid, effectivement, on a senti une accélération. Vous l'avez vu dans différentes municipalités qui se sont emparées du sujet. Donc, on va dire, il n'est jamais trop tard. Et là, en fait, on a vu que ce sujet-là, effectivement, est revenu sur le devant de la scène en France, alors que nous, en fait, ce qu'on observe aussi, comme on est un acteur européen, c'est que dans d'autres pays, c'était des problématiques qui étaient beaucoup plus présentes, peut-être aussi où on était un peu plus en avance qu'en France. Quel autre pays, par exemple ? Par exemple, les Pays-Bas. Ouais. Les Pays-Bas sont un pays assez novateur là-dessus, assez pionnier, devrais-je dire. Nous, on travaille déjà en partenariat depuis quelques années avec des intégrateurs là-bas qui, en fait, ils sont assez présents dans les écoles. Et là, notamment, alors eux, en fait, finalement, ils n'ont pas eu besoin forcément de loi pour les contraindre. Et ils s'équipaient déjà de capteurs de qualité de l'air dans les crèches, dans les maternelles, dans les primaires. Et là, depuis 1 an, il y a eu une loi qui est passée aux Pays-Bas qui a vraiment obligé toutes les écoles à s'équiper. Bon, là, on a vu encore une accélération encore plus forte. Évidemment, c'est vrai que la régulation accélère évidemment la propagation de ce type de solution. Comment, de votre expertise sur les objets connectés, c'est ce que je disais, notamment pour la maison, comment cette expertise-là, elle s'est transformée en technologie de capteurs ? Alors, je crois initialement pour les particuliers, aujourd'hui, donc, vous le développez plutôt pour les professionnels. Il y a un point commun entre ces objets le point connectés. commun, en fait, c'est vous et moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le même être humain qui est chez lui ou bien qui est dans un espace public, dans un établissement recevant du public, dans le sens où finalement, ce sont en fait, on agit sur des problématiques de santé, des problématiques de bien-être et de confort. L'autre point commun, c'est la technologie du coup, qui est derrière. C'est-à-dire qu'en fait, on va réutiliser la même plateforme technologique. La seule différence qu'il va y avoir, c'est dans l'adaptation, dans la manière dont on présente l'information. Dans les versions des produits qu'on a pour les particuliers, on va être beaucoup plus axé sur une restitution sur le téléphone portable, sur des applications pour smartphone, parce qu'on est sur sur l'objet le plus utilisé finalement par les particuliers. Pour les professionnels, c'est un peu différent. Donc là, on va plutôt, on a développé très récemment un tableau de bord qui permet d'une visualisation sur le PC. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le PC, finalement, c'est l'outil privilégié d'un facility manager, d'un directeur d'école, d'un directeur de maison de retraite, par exemple, lorsqu'il veut avoir une visualisation de plusieurs pièces en même temps, ce qui est un peu moins adapté sur mobile. Donc en fait, si vous voulez, la base commune
pour répondre à votre question, c'est la santé et le confort de l'être humain, d'une certaine manière. Et la technologie. Et la technologie, donc ça, voilà, c'est la même plateforme. Et après, on va juste appliquer des visualisations, des méthodes de rendu différentes pour s'adapter en fait au quotidien de chacun. Alors expliquez-nous à quoi ressemble exactement ce capteur de qualité de l'air intérieur. Quelles informations il capte, justement, là aussi? Alors, il capte 4 informations principales. Donc le CO2 dont vous venez de parler. Il capte aussi la température, l'humidité et le bruit. Donc le bruit avec, en fait c'est juste un micro il ne va pas spécialement juste écouter ce qu'il vous dit, il va juste capter le niveau du son. Concrètement, ça veut dire qu'il y a des applications, donc, comme vous dites, pour la santé, donc, au travers de la concentration de CO2 et savoir s'il faut renouveler l'air, mais il y a aussi des applications un peu plus, on va dire, un peu plus aussi dans l'actualité, avec notamment le contrôle de la température et de l'humidité dans ces locaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des régulations, alors en France, plus ou moins contraignantes sur le respect des températures dans les espaces publics et dans les ERP. En pleine crise de l'énergie, c'est vrai que c'est un sujet. En pleine crise de l'énergie, en fait, si vous voulez, c'est une actualité qui vient percuter vraiment ce produit-là. C'est-à-dire qu'on avait pensé à ce produit-là depuis longtemps. Et là, c'est vrai que ce qu'il y a, c'est que beaucoup d'entreprises en fait, se sont mises à la sensibilisation de leurs employés, de leurs collaborateurs, de leurs filiales sur les bons gestes à avoir en matière d'énergie. Mais il y a aussi, en fait, l'étape suivante, finalement, c'est un peu de savoir quelle est l'efficacité de tout ça et de le rendre lisible aussi pour les utilisateurs. C'est-à-dire, est-ce que ça marche? Est-ce que ce qu'on préconise fonctionne? Est-ce que la température a vraiment été réduite dans les locaux tels qu'on le pensait? Ou est-ce qu'elle est bien maîtrisée? C'est surtout ça. C'est vrai qu'on a parlé évidemment du Covid, mais capter en effet la température peut être aussi intéressant en ce moment. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont difficiles à recueillir? Particulièrement difficile à recueillir avec ce capteur? Non, pas particulièrement, parce qu'il il se base sur des technologies qui sont vraiment très maîtrisées. Nous, ça fait 10 ans qu'on travaille sur des capteurs de CO2 dans notre chaîne Etatmo. C'est des capteurs qu'on a développés nous-mêmes. Donc en fait, on est vraiment sur des technologies qu'on maîtrise. Donc concrètement, aujourd'hui, on a un vrai recul là-dessus. Donc il n'y a pas de difficulté particulière. C'est un produit qui se branche au courant, qui se connecte au Wi-Fi, qu'on est sur des technologies partout très mature, très simple d'utilisation, et c'est d'autant plus simple qu'en fait on a pris tout notre savoir-faire B2C. Voilà, donc là où vous n'avez pas envie forcément de passer beaucoup de temps à installer, quand vous êtes tranquillement dans votre canapé, vous n'avez pas envie forcément d'être dans une configuration très complexe, et on a adapté en fait cette ergonomie-là à un univers B2B qui lui en fait est peut-être des fois se dit bon ok c'est pas grave de passer du temps sur la configuration, mais nous on s'est dit non, on veut aussi donner cette facilité là aux utilisateurs finaux, et c'est un peu du coup pour répondre à votre question, c'est le côté il n'y a pas de difficulté vraiment particulière dans la captation quelque univers que ce soit. Donc un capteur capable de recueillir toutes ces informations en temps réel. Est-ce qu'on est capable de les lire en temps réel aussi, ces informations, depuis donc une tablette, un smartphone ou un tableau de bord, un ordinateur? C'est ce que vous disiez. Enfin, vous faites l'article mieux que moi. Non, mais concrètement, effectivement, c'est vraiment bon. On mise vraiment avant tout sur le tableau de bord, parce qu'il est vraiment optimisé dans le sens où vous allez avoir une information sur 10, 15, 20 capteurs à la fois sur un même écran, alors que sur un téléphone portable, c'est un petit peu moins adapté parce on est plutôt sur une utilisation de 1 ou 2 capteurs à la fois, d'une certaine manière. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est que vous avez donc c'est du temps réel. Et puis aussi, vous avez des données historicisées. Donc nous, en fait, on stocke les données gratuitement, de manière sécurisée, notamment en Europe, parce qu'on respecte évidemment tout ce qui est relatif à la RGPD. Et donc, concrètement, on a vraiment une lisibilité qui est instantanée. Et il y a aussi 2 autres points qu'on met en avant. C'est qu'en fait, sur notre capteur, vous avez un voyant qui permet en fait à l'utilisateur de la salle, mais que ça peut être même aussi des enfants. Donc, on s'est rendu compte dans nos expérimentations, on a fait une expérimentation dans une école à Orléans, où en fait ce sont les enfants même qui signalent au professeur qu'il faut aérer, parce qu'en fait ils voient qu'il y a un voyant rouge sur le produit. Ça, c'est la première chose. Et puis une deuxième chose, c'est qu'on a un petit système aussi de QR code qu'on va pouvoir afficher et scanner en fait dans n'importe quelle salle. Et là, en fait, vous allez avoir des informations un peu plus détaillées. C'est-à-dire qu'on peut penser, donc, vous allez dans votre salle de réunion, vous allez scanner ça. Mais aussi, par exemple, pour des parents d'élèves devant l'école, par exemple, ils pourraient scanner le QR code de la classe en question de leur enfant pour savoir, en fait, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que le niveau de CO2, la température est bonne. Ça permet une vraie démarche de transparence. C'est intéressant ce que vous dites, puisque une fois ces informations captées, il faut agir sur la qualité de l'air intérieur. Donc, voyant rouge, ça voudrait dire qu'on ouvre les fenêtres, c'est ça? Ça, c'est une solution assez simple finalement. Oui. On aère.
c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait après, en fait, une fois qu'on a ces informations-là? C'est une très bonne question, parce qu'en fait, on a plusieurs actions possibles. En fait, nous, on se destine vraiment à être plutôt dans des bâtiments un peu plus anciens, où il n'y a pas forcément d'action automatisable. C'est vrai que vous avez beaucoup de bâtiments qui sont aujourd'hui les bâtiments très récents, où des fois il n'y a même pas de fenêtres ouvrables. Donc là, on n'est pas forcément destiné à ça. Nous, on va se destiner typiquement, comme je disais, dans des écoles où on ouvre la fenêtre, où on a une action manuelle sur la climatisation ou le chauffage. Et le point, c'est de se rendre compte. Donc en fait, le schéma classique, quand on installe cette solution-là chez nos clients, c'est qu'il y a 15 jours, 3 semaines pendant lesquelles en fait, ils se rendent compte de ce qui se passe pas forcément très bien. Donc ils vont dire, ok, là c'est vrai qu'ici on n'aère pas assez, ici c'est bizarre parce que voilà, typiquement dans l'exemple que je vous donnais à Orléans, on s'est rendu compte qu'il y avait une classe qui était très mal isolée par rapport à d'autres. Donc voilà, donc ça veut dire que derrière, qu'est-ce qu'on fait? On peut soit faire des petites actions manuelles, soit faire des travaux, soit signaler qu'il y a une panne par exemple sur la VMC parce qu'il n'extrait pas assez bien l'air. On est vraiment sur un produit de constat, donc sur les 2-3 premières semaines, on va vraiment avoir beaucoup de constats à faire. Et puis après, en fait, c'est un produit de contrôle d'une certaine manière. Donc là, on va contrôler si ce qu'on a mis en place fonctionne toujours. Et puis, s'il y a des anomalies, en fait, on peut venir les corriger. Mais ça, en fait, ça s'adapte vraiment très bien à ce type de bâtiments qui ne sont pas forcément toujours encore automatisés. On aimerait que tous les bâtiments soient automatisés, mais voilà, il y a une inertie très très forte dans le bâtiment avant que tout ça puisse être renouvelé. En fait. À ce type de bâtiment, en quelques secondes aussi, est-ce qu'il y a des secteurs particuliers qui font davantage appel à vous? On a parlé des écoles, évidemment. Voilà, est-ce qu'il y a des filières, des secteurs aujourd'hui qui font davantage appel à vous pour telle ou telle raison? Alors, il y a l'éducation, parce que en fait, donc ça c'est du domaine, parce que ça a été poussé par la loi. Il va y avoir aussi tout ce qui est établissements médico-sociaux, en fait, qui rentrent aussi dans le scope de la loi. En fait, c'est la même loi qui est depuis 2015, qui a différents volets d'application. Le dernier volet rentre en application au 1er janvier 2023. Donc ça va être tout ce qui est maison de retraite, aux hôpitaux, foyers pour jeunes, gymnases, prisons pour mineurs, voilà, tout ça qui doivent être équipés. Donc en fait, on commence à vraiment avoir des sollicitations de ce point de vue-là, mais aussi le tertiaire. Le tertiaire, en fait, aujourd'hui, qui, je pense, le tertiaire, ça équipe vraiment les bureaux, les coworking, qui n'avaient pas forcément ça en tête, parce que typiquement aussi pendant le confinement, il y a eu beaucoup de gens qui se sont mis au télétravail, donc c'était peut-être des problématiques qui étaient un peu distantes, mais là où ça revient en fait en force, c'est à cause de la crise de l'énergie. Et puis ce sont tout de même des espaces où on passe le plus clair de notre temps, en tout cas dans les bureaux ou les espaces de coworking. C'est vrai qu'on y passe la journée. Merci beaucoup Marcin Mezanski d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, de nous avoir présenté votre solution. Je rappelle, vous êtes le chef de produit senior chez Netatmo, mais vous restez avec nous. Merci beaucoup. Tout de suite, on parle non plus de contrôle de la qualité de l'air, mais de contrôle parental.